Alors bonjour à toutes et à tous, je suis donc Ahmed Bouzouaïd, je représente donc la Task Force Entrepreneuriat et Territoire de BPI France et aujourd'hui on va parler cash. Parler cash dans le cadre du programme Entrepreneuriat pour tous, donc c'est un programme qui vise à soutenir les entrepreneurs des quartiers en facilitant l'accès à l'offre, en animant les communautés entrepreneuriales dans les territoires et aussi en accélérant les entreprises. Il y a un enjeu extrêmement important pour les entrepreneurs, dans tous les parcours d'entrepreneurs, c'est finalement de trouver, je dirais, le carburant pour aller loin. Ce carburant, c'est le financement, c'est l'argent. Et sans financement, finalement, on peut risquer de s'arrêter sur le bord du chemin ou voire ne pas commencer son projet. Donc, on va lancer donc une série de webinaires qui s'appelle Parlons Cash. Très concrètement, on va vous parler franchement, sans détour. On va laisser la part belle aux entrepreneurs qui sont, je dirais, le cœur du réacteur, qui vont nous partager leurs expériences, la manière dont ils se sont financés, les stratégies qu'ils ont mis en œuvre. Et l'enjeu, c'est que vous partez plus riche, je dirais, en idées. On n'a pas d'argent à distribuer, mais clairement, vous allez repartir plus riche avec des idées, des conseils. L'enjeu, c'est aussi de démystifier ce sujet du financement qui est parfois un peu tabou. On n'ose pas finalement aborder ce sujet où il y a je dirais, des termes qui sont un peu, je dirais, des termes d'experts qui font que ce sujet peut sembler un peu loin. Donc, on a décidé de le rendre extrêmement concret. On est accompagné de deux entrepreneurs aujourd'hui, enfin de trois entrepreneurs, mais de deux entreprises qui vont justement nous partager finalement leur expérience et la manière dont ils ont conduit finalement leur stratégie. Ah, on a perdu Ahmed. Ouais. Stratégie de financement et également, vous m'entendez? Oui. Ouais, Super. Excellent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que ça captait mieux en période Covid. Je ferme la parenthèse. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on a deux super réseaux qui sont là. Donc, un représentant de France Active, Pierre Capron, qui tout à l'heure nous parlera finalement des enjeux du financement, ce qu'il faut retenir aussi des interventions de nos entrepreneurs. Et Fatou Ndeye Sene, qui elle représente l'ADI également, va nous parler, va réagir aussi sur l'intervention de nos entrepreneurs et également nous présenter l'offre et les actions de l'ADI. Alors tout de suite, je ne vais pas faire trop long. On va écouter, on a la chance d'avoir Aïssata, Fan. On dit Fan ou Fané? Fan, c'est très bien. Aïssata, Fan et Julien Dohan. Bonjour à tous. Bonsoir. Et donc de Savane et Mousson, on est très fiers de les avoir avec nous. Et vous savez, l'hiver dernier, j'ai acheté votre bouquin. Ah, pour de vrai. Ah oui, je suis juste déçu qu'on ne soit pas ensemble là parce qu'il va falloir que je vienne manger chez vous pour pouvoir me le dédicacer. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand Voilà. Ça nous fait Donc plaisir. Savane et Mousson, alors donc vous préparez plein de belles choses à manger, vous donnez envie. Comment ce projet vous est venu? Comment émerger ce projet et comment d'un projet, je dirais, qui est une rencontre culinaire, hein, c'est rencontrer, je dirais, non seulement manger, c'est rencontrer un plat, rencontrer une histoire, se rencontrer autour d'un plat, mais ceci, c'est une rencontre de culture. C'est Donc, ça. racontez-nous un peu votre projet et quelle stratégie de financement vous avez mis en œuvre pour lui donner vie, je dirais. Bah, merci en tout cas pour l'introduction. Encore une fois touchée par le fait que vous ayez acheté notre livre. Donc nous, on est Aïssata et Julien, on a 27 ans. On s'est lancé du coup dans l'entrepreneuriat à 23 ans. On s'est rencontrés en fait à l'EM Lyon, parce qu'on était en école de commerce à Lyon ensemble. Et dans le cadre de nos études à l'EM Lyon, on devait absolument valider une période à l'international. Donc nous, on l'a vu un peu comme un challenge. Je n'avais pas forcément d'idée d'entreprendre au début. Mais moi, ce que je voulais, c'était aller le plus loin possible et vivre une véritable aventure. Donc je me suis rendue en Asie. Et Julien, de son côté, s'est rendu en Afrique. Et une fois sur place, comme vous l'avez dit, la cuisine, c'est vraiment un lieu de rencontre. Moi, je ne vivais que par ça, en fait. Je faisais que manger, j'adorais ça. Et surtout, je prenais absolument plein de cours de cuisine parce que je voulais absolument repartir avec ce bagage culinaire que j'avais goûté. Et je me disais qu'il faut absolument que je reparte avec plein de saveurs que je puisse faire découvrir après à d'autres personnes. Mais c'était vraiment pour ma curiosité personnelle et parce que j'adore ça. Et en fait, quand je suis revenue et que j'en ai parlé et que j'ai parlé à Julien des expériences que j'avais eues, des produits que j'avais eu l'occasion de consommer, comme le banane plantain, le gingembre, l'hibiscus, le tamarin que je ne savais pas qu'on consommait en Asie, il m'avait dit que si, et que c'était cuisiné d'une manière qui était différente. Et à ce moment-là, on était un peu surpris. On s'est dit, mais
que lui avait fait le même constat en fait en Afrique avec plein d'ingrédients qu'il avait pu aussi connaître avec les femmes dans le village avec lequel il était, parce qu'il était en mission humanitaire en Afrique. Et du coup, on s'est arrêté sur ce constat en se disant, mais c'est trop marrant, il y a plein d'ingrédients communs, personne ne le sait. On va en faire un concept et on va faire découvrir aux gens qu'il y a des ponts un peu sympas qu'on peut créer entre l'Afrique et l'Asie. Et en fait, c'est un concept qu'on a créé du coup du fait de nos voyages, de nos passions, et aussi du fait qu'on est des véritables aventuriers et qu'on adore justement faire découvrir qui nous sommes à travers notre projet et nos cultures. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est associés. On a des personnalités qui sont complètement différentes. Franchement, on complète bien. On n'a pas les mêmes appétences. Et plus pour la partie finance, c'est Julien qui s'est vraiment débrouillé pour qu'on puisse trouver un petit peu les sous qu'on avait besoin. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Peut-être avant que tu parles des financements, où est-ce qu'on en est? Oh, vas-y, pardon. Vas-y, poursuis, pardon. Du coup, on a aujourd'hui 4 établissements, 4 points de vente. Un à Saint-Maur-des-Fossés, deux à Paris, un dans le 11e, un dans le 13e, et un tout nouveau dans le 95 à Enghien-les-Bains, près du lac. C'est vraiment pour nous une grande fierté du fait qu'on ait pu créer autant d'emplois, qu'on ait pu se développer aussi vite. On a également un service traiteur pour tout ce qui est événements d'entreprise, séminaires, mariages, et pour les particuliers. Et surtout, on a fait face au Covid. Et donc, pendant le Covid, on a développé une offre de food truck parce que du coup, on se rendait compte que justement, il y avait un marché à prendre vis-à-vis de ça. Et aussi, il y avait de la demande parce que quand il y avait personne qui ne pouvait aller dans les restaurants, la seule solution qui restait, c'était les food trucks. Et nous, on a vraiment sauté sur l'occasion en pleine crise du Covid parce qu'on a du coup transformé cette crise en opportunité. Il y avait plein d'opportunités qui sont nées pour nous pendant le Covid. Et on a pu développer tout ça. Après, on l'a payé parce qu'on a développé plein d'opportunités pendant le Covid. Et après, une fois qu'il n'y avait plus le Covid, tout a commencé à fonctionner. Le traiteur, on avait plein de demandes. Les restaurants, ils étaient remplis. Le food truck, il y avait énormément de demandes. Et ça, vraiment, il fallait gérer et donc recruter et donc processer, structurer pour pouvoir mieux avancer et rebondir. Et aujourd'hui, on est content d'avoir relevé le défi et d'être au niveau qu'on est aujourd'hui. Félicitations encore Aïssata et Julien, parce que c'est un rêve afro-asiatique, là, pour le coup, là, que vous écrivez. C'est juste énorme. Comment, dès le départ, vous avez le projet, c'est finalement un restaurant. Le réflexe financement, quel est-il? Du coup, nous, au départ, il faut savoir qu'on s'est lancé pendant qu'on était encore étudiant. C'est-à-dire qu'on pensait pas encore au restaurant parce que nous, moi, j'ai fait un double diplôme entre l'EM Lyon et Centrale Lyon. Et Aïssata a fait un double diplôme entre l'EM Lyon et Sciences Po Paris. Alors déjà que c'était chaud de cumuler deux écoles. Et en plus, lancer l'entrepreneuriat, c'était assez compliqué. Mais on s'est dit, il faut qu'on trouve un modèle où on puisse à la fois suivre nos études et tester notre concept, tenter notre chance dans la grande aventure entrepreneuriale. Et c'est pour ça qu'au début, on s'est lancé en tant que traiteur. Du coup, service traiteur. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que ça dit aussi à nos entrepreneurs l'enjeu de maîtriser les charges. C'est ça, totalement. Mais du coup, ça permet plusieurs choses. Le traiteur, vous parlez des charges, ça permet d'avoir très peu de charges fixes. À partir du moment où on a un restaurant, il y a un loyer à payer, un fonds de commerce à payer, des employés à payer. Et tout ça, en fait, il faut de la trésorerie au début qu'on n'avait pas forcément, nous, quand on était étudiants. Du coup, l'idée, c'était vraiment de se lancer comme traiteur parce que là, à ce moment-là, on pouvait louer ponctuellement des cuisines, on pouvait acheter les matières premières que par rapport à ce qu'on avait vendu. Et du coup, en fait, on fonctionnait à flux tendu avec un système qui nous permettait, avec la compte qu'on percevait pour une prestation, de pouvoir financer tout ce qu'on avait besoin. Et après, avec le reste, c'était notre marge. Et avec ça, on pouvait réinvestir pour se développer. Du coup, au départ, Oui. Vas-y, pardon. Non, du coup, au départ, comme on était, nous, c'était quand même un concept assez nouveau. On savait qu'on faisait quelque chose de bon, mais est-ce que le marché allait être réceptif à notre offre? On n'avait pas d'argent, on n'avait pas beaucoup de temps aussi, parce qu'on était étudiant avec des cursus qui étaient exigeants. On s'est dit qu'on allait se lancer comme ça et qu'avant d'aller chercher un quelconque financement auprès d'une banque, auprès de la BPI, auprès de Réseau Entreprendre, de France Active, toutes ces choses-là, on se disait qu'il nous fallait d'abord une preuve de marché pour être sûr qu'on allait vraiment développer quelque chose qui marche.
Et aussi, je pense que c'est ça aussi qui a fait notre force au début, parce que c'est pas la même chose parce que là, on est ici pour parler cash. Et du coup, c'est pas la même chose quand tu joues avec tes sous, avec l'argent que tu as gagné avec la sueur de ton fond. Tu dis, bah, cette prestation, j'ai fait 500 € de bénéfice, j'achète ce four, j'achète ce frigo-là parce que j'en aurais besoin. Du coup, chaque euro était sciemment investi pour pouvoir développer l'activité au mieux. Alors que quand on lève des fonds, quand on trouve une subvention de 10 000 €, bah, c'est un peu de l'argent qui tombe du ciel. Et là, nous, pendant la première année, nous, on n'était pas sur un modèle où on cherchait du financement. On tenait vraiment à ce que l'activité s'autofinance et soit pérenne, soit pérenne. Et pour qu'on fasse ça. Après, si pendant la première année, on a quand même fait un crowdfunding pour financer un équipement qui coûtait assez cher. Mais ça, pareil, le crowdfunding, ça nous a permis de mieux gérer la communication parce que le crowdfunding, c'est pas que de l'argent, c'est aussi faire connaître Buzz, quoi. à ses proches dans un premier temps, parce que des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident d'en parler à ses proches. On a un peu aussi ce sentiment de honte, de se dire, imagine que ça marche pas, qu'est-ce que va dire les sœurs de ma mère, qu'est-ce que vont dire les frères de mon père et tout ça, ton fils il a fait un truc qui a raté et tout ça. Et le crowdfunding, c'est vraiment, on enlève le masque, on se met tout nu devant la foule, on se dit, voilà, je suis Julien, je suis Aïssata, je lance mon projet et j'espère de tout cœur que ça va marcher. Et si jamais ça marche pas, bah, au moins j'aurais essayé. Et ça, déjà, se dévoiler au grand public à travers le crowdfunding, ça a été, je pense, une étape clé pour nous. D'autant que nos parents, ils avaient énormément d'attentes envers nous, comme on avait fait des cursus étudiants exigeants. Tout plaqué pour, Aïssata, tout plaqué pour dire maman, je vais aller faire du mafé. C'est quelque chose d'assez couillu et qu'il faut assumer. Et surtout qu'il faut réussir à faire derrière pour pas avoir la honte, quoi. Ça bug. On a perdu Ahmed. Ah ouais, Ahmed. Et comment... Ah, voilà, nous voilà. Mais du coup, le basculement, donc on démarre sur fonds propres, on est dans une hygiène de gestionnaire, on s'appuie sur le crowdfunding, à un moment on bascule, on se dit, OK, là on va créer notre restaurant. C'est ça. En fait, ouais, c'était pas aussi rapide que ça, mais justement, on était sur un modèle où on s'est autofinancé. Au bout de 6 mois, on avait quand même un certain nombre de prestations qui nous permettaient de voir un petit peu déjà les prémices de la rentabilité. On voyait que du coup, nos futures prestations n'avaient plus besoin d'investir nos payes de stage parce au début, on a vraiment mis nos payes de stage, on était encore stagiaires, du coup, on utilisait notre argent. Et au bout de 6 mois, en fait, on n'utilisait plus notre argent, mais on voyait que l'entreprise, elle pouvait s'autofinancer et supporter les nouvelles charges. Et donc, à ce moment-là, on décide d'aller voir le réseau entreprendre et de leur dire que voilà, on a un concept qui marche, qui s'autofinance et donc qu'on est super content et qu'on a besoin d'avoir un local pour se professionnaliser. Et donc, le réseau entreprendre, on étudie le truc, on sait qu'il faut... Comment vous avez connu le réseau entreprendre? Je pense qu'on l'a connu en faisant des recherches sur Internet. Non, c'était. D'accord. Il me semble qu'il y avait d'autres entrepreneurs aussi qui nous en avaient. On a été voir parce que nous, on faisait une scolarité à Lyon et du coup, on a été voir un traiteur à Lyon qui nous a donné ce conseil d'aller voir le réseau entreprendre. On lui disait, ouais, mais nous, on n'est pas des Lyonnais. Enfin, il y a peut-être pas réseau entreprendre à Paris. Il dit, ah bah si, réseau entreprendre, c'est un réseau qui est dans toute la France. On a un par département, vous allez voir, c'est génial. Et bah, du coup, on nous a dit ça, on a postulé, on est rentré en contact. C'était un process qui était quand même assez long parce qu'on l'a fait en plein au début de notre aventure entrepreneuriale et surtout il y avait le Covid, donc c'était un peu compliqué aussi à ce moment-là. D'accord. Parce qu'en fait, on a fait le réseau entreprendre, comment ça marche. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent. Concrètement, en quelques mots. Concrètement, comment ça se passe? Le réseau entreprendre, c'est un organisme qui est d'entrepreneurs. En fait, et les principes de réseau entreprendre, c'est la bienveillance et la réciprocité. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui vont prendre de leur temps pour accompagner des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. Pas que des jeunes entrepreneurs, ça peut être aussi des repreneurs de boîtes, mais pour faire bref, c'est un club d'entrepreneurs qui prône l'entraide. Et en fait, l'entraide, ça passe par deux choses. Ça passe par un accompagnement. On vous donne un coach qui va avoir un regard sur votre business et qui va vous dire que voilà, moi, d'après mon expérience d'entrepreneur, parce qu'aussi le coach, il essaie de le choisir en fonction de votre secteur. Enfin, si vous faites, je ne sais pas, nous, un restaurant, nous, il nous avait donné, par exemple, un traiteur nous avait donné quelqu'un qui était chargé d'événementiel au casino d'Anguin-les-Bains. Du coup, ça avait du sens, elle pouvait nous donner des tips là-dessus.
Du coup, ils vous donnent un coach pour vous aider dans votre business et surtout, ils vous font un prêt à taux zéro qui va vous permettre d'aller faire. En fait, c'est plus qu'un prêt, c'est un prêt d'honneur qui va constituer un apport auprès des banques. En général, quand, par exemple, je crois que le ratio, c'est entre 5 et 8 sur le prêt starter. Ça veut dire que si on vous prête 30 000 euros, vous pouvez aller chercher entre 150 et 240 000 euros, par exemple. Du coup, c'est un vrai levier. Ça permet vraiment d'investir dans un premier fonds de commerce, dans un Et premier surtout, ça donne appareil de production. de la crédibilité quand on a le réseau Ouais, entreprendre. bien Je me sûr. rappelle que quand on a été voir les banques, elles étaient tout de suite rassurées. C'est comme si quelqu'un avait validé ou Ouais. apposé un tampon sur le projet Savane Moussou en disant que ces personnes-là méritent en fait d'avoir un prêt et que leur projet a été entre guillemets certifié. Et ça nous a ouvert vraiment plein de portes. Et du coup, notre conseillère bancaire, la première qu'on a eue du coup au Crédit Agricole, elle a été vraiment hyper réceptive et ça nous a vraiment aidé. Après, Et, Vous avez eu combien, vous avez cherché combien auprès du réseau Entreprendre euh, en cash? ouais, Ouais. 30 000 euros. On 1000 a eu le Ouais. prêt qui était maximal, je crois, dans la ville en tout cas où on Ah. était. Nous, on était dans le Val d'Oise. Et après, la banque a fait x5. Donc, on a eu en tout 104, 30. Un ratio très intéressant là pour le coup. Ouais, du coup, et aussi, c'est pour ça aussi que ça nous a permis de rebondir. Je rebondis sur ce que je disais au début. Comme ça faisait, entre guillemets, 1 an qu'on se bagarrait avec le Covid, avec les différentes choses, en fait, ces 180 000 euros, on les a pas tout de suite dépensés. On a vraiment dépensé chaque euro de manière. Avec ce premier prêt, ça nous a permis de financer notre premier local à Saint-Maur, le food truck et le restaurant de Paris. Du coup, on a fait vraiment énormément de D'accord. choses avec ce budget. Et du coup, on n'a pas tiré de nouvelles dettes là, on en a tiré des nouvelles parce qu'on a lancé d'autres projets entre-temps. Mais jusqu'à l'ouverture du restaurant de Paris, on n'a pas tiré de nouvelles dettes parce que du coup, on avait cette expérience d'entrepreneur qui se débrouille avec ce qu'on a. On n'a pas acheté tout le matériel Très neuf, intéressant. on a été chercher sur le bon coin et tout ça, des trucs d'occasion et tout ça, parce qu'on voulait vraiment que chaque euro investi, il se démultiplie. Et voilà. Ça, je pense, ces deux points-là. La première, c'est l'hygiène de gestionnaire que vous décrivez là et la capacité, on dit un sou est un sou, à savoir finalement à pas dépenser à outrance. C'est vrai que parfois, finalement, c'est parfois un problème d'avoir trop d'argent, surtout quand on est mal orienté, on va juste plus vite droit dans le mur, quoi, en fait. Et là, pour le coup, il y a cette hygiène-là qui est vraiment admirable, d'une part. Du coup, l'hygiène, c'est très important de bien faire attention à ses dépenses. Nous, c'était vraiment quelque chose sur lequel on insistait vraiment beaucoup. Et on se disait, en fait, quand on achetait un équipement, comme notre concept est vraiment nouveau, il fallait qu'on soit sûr déjà que l'offre allait continuer à suivre avant d'acheter des équipements toujours plus chers, toujours plus neufs, toujours plus... Parce que les équipements en CHR, en hôtellerie-restauration, c'est hyper coûteux. Et il y a plein de restaurants qui finalement ferment les portes. Surtout pendant le Covid, il y avait plein qui fermaient les portes. Et c'était à prix cassé en fait sur le matériel d'occasion. Et parfois, c'était du neuf. Du coup, on récupérait du matériel neuf à prix cassé. Et nous, ça nous permettait toujours plus de tester notre concept. Après, là où on a été aussi un peu malin, c'était... merci Claire. Pardon. Tu peux poursuivre, Aïssata. Non, du coup, je rebondissais sur ce que vous disiez juste avant. C'est juste qu'il faut vraiment être un bon gestionnaire dans ses finances. On est adepte du test and learn. On va tester Test and learn. à petite échelle d'abord avant d'investir gros. Et c'est pour ça que quand je disais que l'argent du réseau Entreprendre, on a vraiment maîtrisé chaque euro. Ça nous a permis de développer 3 projets, alors qu'en soi, 180 000 euros, les gens auraient peut-être acheté un seul truc avec. Nous, on en a acheté 3. Ça a vraiment été... Et surtout, on ne les a pas dépensés tout de suite. Les 180 000 euros qu'on avait, on les a dépensés sur quasiment 2 ans. Du coup, c'est pas on les a vus, on a acheté un seul gros truc. Et donc là, je suis connecté sur plusieurs plateformes. Je suis désolé. Hop, allez. Oui. Waouh. Du coup, peut-être on enchaîne. Ouais.
peut-être aussi parler de Pôle emploi, comment ça nous a aidé. Du coup aussi, nous comme on était en alternance, enfin moi personnellement j'étais en alternance pendant Savané-Mousson, du coup en fait on a eu aussi plusieurs aides de la part du Pôle emploi. Il faut savoir que le Pôle emploi ça aide beaucoup aussi les entrepreneurs. Déjà à l'échelle individuelle quand vous avez eu quand vous avez cotisé auparavant avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il y a le chômage qui est quand même quelque chose de super sympa quand on est en France, parce qu'on est entrepreneur. Au début, on ne se rémunère pas forcément, et quand on a des charges personnelles à payer, un loyer à payer, tout ça, c'est quand même confortable d'avoir le chômage. Alors, il y a deux systèmes. Il y a un système où on peut, je crois qu'il y a un système où on peut cumuler ses droits au chômage pour en constituer un apport. Du coup, si vous avez besoin de financer un gros achat, ça peut être intéressant. Nous, nous, comme on avait eu l'accompagnement de la part du réseau Entreprendre sur ce point-là et du crédit agricole, on n'avait pas forcément besoin de cet argent à ce moment-là, mais je sais que c'est une ficelle qu'on aurait pu tirer si on avait voulu lancer un autre projet. Du coup, nous, on a préféré lisser notre chômage et le percevoir petit à petit pour subvenir à nos charges du quotidien et pas être inquiété par ça et se concentrer sur la croissance de l'entreprise dans un premier temps. Et il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par Pôle emploi, comme le CIE Jeunes. Ça, c'était notre conseillère qui nous en avait parlé. En gros, c'est pour si vous recrutez des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, l'État prenait un certain pourcentage. C'était quand même non négligeable. Je crois que c'était 47% les 6 premiers mois ou un truc comme ça sur son salaire. Du coup, ça permettait de recruter des jeunes qui étaient éloignés de l'emploi et de les former pendant ces 6 premiers mois, et que ce ne soit pas une charge importante tout de suite, et à partir du moment où ils sont formés, qu'ils sont vraiment performants, là, vous commencez à payer un vrai salaire, parce que c'est sûr que les premiers, deuxième, troisième mois, en fonction du poste où vous recrutez, c'est pas forcément des moments où vos employés sont tout de suite performants. Et du coup, cette aide de Pôle emploi nous permettait de les accompagner dans la formation et de ne pas être inquiété par ces charges à ce moment-là. Donc ouais, ça a été vraiment… Super. Donc, si je peux me permettre, donc du coup, ce qu'on peut essayer de retenir, c'est qu'il y a donc effectivement, on a vu cette hygiène de gestionnaire, ce que j'ai appelé comme ça. Si vous allez, avant d'aller chercher de l'argent extérieur, finalement, le premier argent, le premier financement, c'est vos clients. Vous avez bien expliqué comment vous avez constitué et consolidé votre capital, on va dire. Et également, vous avez évoqué, mais ça, on reviendra là-dessus, donc la manière dont vous avez mobilisé une association, le réseau Entreprendre, là, pour le coup. Également, l'ensemble des solutions qui existent, subventions et autres aides qui peuvent accompagner la croissance et les projets de développement des entreprises. Je me permets tout de suite de passer la parole à Akasha Damani. Je suis aussi très fier, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Akasha. Akasha qui est un serial entrepreneur. Aujourd'hui, tu vas nous parler de microcrédit, mais tu peux aussi revenir sur ta première création qui a rencontré un grand succès aussi. Tout de suite, je te passe la parole, Akasha. Très bien, merci beaucoup. Merci pour le témoignage que je viens d'entendre qui est très, très intéressant. Et merci également pour l'invitation, parce que je suis ravi d'être avec vous et partager mon expérience. Juste pour me présenter rapidement, je suis Akasha Damani, j'ai 42 ans, je suis informaticien de formation, et effectivement, j'ai lancé quelques initiatives, quelques projets qui ont rencontré un peu de succès et qui m'ont permis de faire un peu mon chemin sur le sillon des entrepreneurs. Le sujet premier, et ça va un peu toucher à ce que disait Julien juste avant. Moi, l'entrepreneuriat, j'y ai mis les pieds en me lançant en fait à mon propre compte. J'étais consultant en informatique, je travaillais pour des cabinets sous forme de CDI, quelque chose de très classique. Et pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur qui m'a permis d'aller au Pôle emploi. Et grâce au dispositif qui était à l'époque en place, qui s'appelle, je pense que c'est l'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, j'ai pu pendant 2 ans conserver mes indemnités Pôle emploi et lancer mon activité en tant que consultant mais indépendant pour continuer à proposer mes services. Et ça m'a mis le pied à l'étrier pour aller vers l'entrepreneuriat, et c'était quelque chose d'assez intéressant. Bon, faut un peu modérer. Je pense qu'aujourd'hui, les règles d'octroi ont été un peu durcies par rapport à ce dispositif-là et Pôle emploi en général, et ça reste tout de même une bonne manière de mettre le pied à l'entrepreneuriat et d'aller
tester un concept ou tester son idée avant de faire des investissements et de se lancer. J'ai pas mal aussi en parallèle travaillé avec des associations comme Les Déterminés, que je salue, qui est une association qui œuvre beaucoup dans les territoires et dans les banlieues pour accompagner les entrepreneurs. Et j'ai eu donc l'occasion d'accompagner pas mal d'entrepreneurs dans leur projet entrepreneurial. Et la question du financement est effectivement centrale. La grosse particularité, en fait, l'information commune que je rencontrais chez les entrepreneurs, c'est que ils parlaient souvent de besoin d'argent. Et c'était quelque chose qui m'interpellait énormément. C'est-à-dire que le besoin d'argent n'est pas un besoin. C'est-à-dire que ça regroupe, ça rejoint un peu ce que disaient Aïssata et Julien tout à l'heure. Avoir une vision claire du besoin, mais en termes de matériel, de recrutement, d'achat, c'est le vrai besoin. Et ce besoin-là va amener un besoin de financement qui va commencer à dessiner les contours du financement à demander. Et dans le financement, on va avoir plusieurs chemins qui vont s'offrir à nous. Le chemin du love money, aller voir auprès de ses proches si on peut récupérer l'argent. Déjà, le financement personnel par ses propres deniers, le financement par les proches, le financement par du crowdfunding, aller voir ses proches et au-delà par rapport à son réseau professionnel, amical ou par rapport à l'aura que peut avoir sa société. Et ensuite, on peut aller vers des institutions ou des banques ou des fonds d'investissement. Donc tout ça représente toutes les options qu'on a en termes de financement. Et en tant qu'entrepreneur, on est confronté à un moment donné à savoir où est-ce qu'on va positionner le curseur vis-à-vis de l'avancement de son projet, où en est son projet. Mais Akasha, si je peux me permettre, aujourd'hui, toi, tu as capitalisé une vraie expertise au point où tu as vu, tu parraines et tu accompagnes, et vraiment bravo, hein, vraiment, tu es un entrepreneur extrêmement engagé. Je te vois de tous les concours, de tous les jurys à soutenir les entrepreneurs. Mais quelqu'un qui, justement, qui démarre et qui n'a pas cette vision globale, il ne sait pas où se diriger, par où commencer, etc. Toi, quand tu as commencé, tu es allé vers quoi, en fait, par exemple? Moi, juste pour la petite histoire, j'ai grandi à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Non pas que je veuille faire du tourisme ou développer le tourisme à Sevran, mais c'est simplement expliquer que la culture de la débrouille, c'était quelque chose qui était ancré en moi. C'est-à-dire que aller activer des financements, les banques, les proches, c'était même pas une option pour moi. J'y pensais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce mode-là, le mode de la culture de la débrouille. Je vais le faire par moi-même. C'est-à-dire que on va même pas aller chercher à savoir s'il y a des possibilités. On se dit, de toute façon, c'est pas pour moi, moi je vais le faire tout seul et basta. Donc ça, c'était la première chose qui me concernait moi. Et quand j'ai voulu aller vers chemin faisant, par les rencontres, le réseau, les coups de pouce. Tout à l'heure, nos amis parlaient du fait qu'on leur avait parlé du réseau Entreprendre, donc c'est bien le réseau leur réseau à eux, leur connaissance qui nous a amené à le bouche à oreille, etc. Cette curiosité-là est assez importante. Quand je me suis tourné vers des solutions de financement pour aller chercher soit des subventions, soit des aides, soit des prêts, je m'y suis pris de la mauvaise manière. J'ai eu une expérience que je peux relater ici avec la BPI, où ma nouvelle entreprise microcredit.com est une plateforme de crowdfunding qui est du crowdlending. Donc on prête de l'argent à taux zéro. On utilise le crowdfunding pour pour aller faire un financement, et ensuite l'entrepreneur qui a fait sa campagne rembourse ses prêteurs à taux zéro. Donc c'est le principe. Pour lancer ce projet-là, je me suis rapproché de la BPI, mais je l'ai fait de la mauvaise des manières. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu que j'entreprenne le projet beaucoup plus en amont, du point de vue technologique, commencer à développer avant même de créer ma structure. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que à partir du moment où la structure est créée, donc où le cabis est obtenu, il y a une sorte de compte à rebours qui est exactement. Parce que la preuve du concept, la preuve de l'attraction du projet et les premiers éléments de chiffre d'affaires doivent survenir durant l'année. Et bien souvent, c'est beaucoup trop court pour des projets comme des projets de financement où on a déjà un délai où on ne peut rien faire parce qu'on a on a besoin d'être accrédité par les instances financières. Etc. Exactement. On perd énormément de temps à obtenir l'autorisation pour faire son activité. Ce qui fait qu'au moment où j'ai voulu
entrer dans le détail avec la BPI, j'étais plus du tout dans les clous en termes de délai. Donc le conseil que je peux donner, c'est le faire avec les moyens du bord dès le départ. Alors ça s'applique pas à tous les projets. Pour preuve, le projet que je présente, j'étais obligé dès le départ de créer ma structure. Mais autant que faire se peut, lancer sur des petits concepts, aller à la rencontre de ses clients pour voir si ce qu'on propose est quelque chose qui peut avoir une capacité à grossir et à les générer du chiffre d'affaires. C'était le conseil que je donne. Essayer de le faire à moindre coût avec un minimum d'investissement sur une population restreinte pour aller prouver son concept et ensuite envisager des investissements plus importants. Et ça permettra, et je rejoins nos interlocuteurs par rapport à ça, d'une part, de considérer ce qu'est un investissement, considérer ce qu'est une dépense, favoriser les dépenses utiles et aller se concentrer sur le principal. Et je pense que c'est la recette du lancement d'un projet qui est bien maîtrisé. La maîtrise des charges, t'en parlais tout à l'heure, Ahmed, c'est effectivement un des facteurs clés de succès pour tout entrepreneur qui se lance. C'est Gagner plus et dépenser moins. Exactement. Exactement. Essayer de faire le maximum avec un minimum d'investissement. Il y a une notion, je pense, qui est intéressante que tu évoques là, j'aimerais bien que tu reviennes dessus, c'est l'idée de timing. On peut l'appliquer à d'autres. Tu as évoqué par rapport à l'idée à la BPI, par exemple, là, quand tu as essayé de solliciter une subvention, je crois. Mais la question du timing, elle est hyper importante dans la recherche du financement. À savoir à quel moment on demande, à quel moment on discute avec les partenaires, à quel moment on va nous octroyer le financement, etc. Généralement, on dit souvent l'argent, on essaie de la demander quand on a le moins besoin, par exemple. C'est pas le timing, il est crucial. Timing, il est crucial, et même dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, avant d'aller solliciter la BPI ou les acteurs que nous avons aujourd'hui autour de la table, peut-être essayer d'aller voir auprès de ses proches, auprès de son propre réseau, si on ne peut pas aller récupérer les fonds pour le besoin, pour aller financer le besoin qu'on a identifié. Mais l'inverse existe également, c'est-à-dire que si on est bien lancé, qu'on a déjà du chiffre d'affaires, qu'on a déjà une activité, des salariés, etc., le crowdfunding pour aller faire de la love money alors qu'on génère du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas approprié. Donc, il faut vraiment bien mettre le curseur par rapport aux options de financement qu'on sollicite, parce que ça peut vraiment jouer contre l'image, contre le projet en lui-même. Et bien se renseigner avant de solliciter les interlocuteurs pour voir si on est bien dans le profil attendu et il faut mettre toutes les chances de son côté pour que le dossier soit limpide et qu'on n'ait pas à faire des saltos arrière pour pouvoir obtenir les financements. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Akasha, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans une époque où en soi, il y a très peu de barrières à l'entrée pour se lancer. Par exemple, je pense du coup à notre secteur, à la restauration. Au départ, vous aviez forcément besoin d'acheter un restaurant pour ouvrir un restaurant, ce qui paraît logique. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des solutions comme de la location ponctuelle, de pop-up store. Vous pouvez louer des cuisines à la journée. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où quasiment tout se loue à la journée. Avant, pour tous les projets informatiques, avant, il fallait que vous achetiez votre propre serveur. Aujourd'hui, vous pouvez louer un emplacement sur OVH ou des choses comme ça. Du coup, en fait, les barrières, le besoin de financement. Il n'est pas possible, il n'est pas besoin d'engager des frais conséquents dès le départ. Dès le départ, c'est ça. Et du coup, en fait, on peut limite avec ça coûtera plus cher, mais au moins pour tester son concept, on n'a pas besoin de 1000 et des cents. On peut tous racler ses fonds de poche, aller voir si on n'a pas un frère, un cousin, un parent qui a un peu d'argent pour tester son concept. Et plutôt que d'aller chercher des financements. Et même au-delà de ça, même tout projet de service, il existe une version bêta qu'on peut lancer en une semaine. Je pensais par exemple à ce que disait Akasha, où il parlait de crowdlending. Ça peut commencer par exemple par un groupe Facebook ou par une conversation WhatsApp, où il y a quelqu'un derrière qui anime la conversation et tout ça. Il n'y a pas forcément besoin dès le début de créer une application carrée qui soit sur les stores Apple ou sur les stores Samsung, etc. Il y a une version qu'on peut bricoler pour tester l'attractivité de son concept et qui coûte quasiment rien. C'est intéressant ce que tu dis, ça fait écho à l'idée de, comment dire, tester. Ouais, je vais reprendre
le relais, mais je vais aller dans la continuité de ce que tu disais, Julien. J'ai eu une autre expérience entrepreneuriale avec un logiciel de cartographie, de système d'information que j'ai cofondé et que j'ai commercialisé à grande échelle, qui s'appelle Carto-SI et qui fonctionne toujours aujourd'hui. Je ne suis plus aujourd'hui maintenant dans cette société, j'ai revendu mes parts. Au début, ça c'était en 2017. Je commençais à faire un peu le tour des fonds d'investissement pour voir par rapport à notre besoin d'exploser s'il y avait des fonds qui pouvaient nous suivre. Systématiquement, on me demandait où étaient nos locaux. Et en 2017, quand je disais aux fonds d'investissement que je ne souhaitais pas avoir de locaux et que je souhaitais que tous mes employés, que toute mon équipe travaille depuis son domicile, on me prenait pour un fou. On me disait non, il faut que tu aies des locaux, il faut que tu sois. Et aujourd'hui encore, il m'arrive de discuter avec ces personnes-là et de leur dire, vous voyez, tout compte fait, c'était juste une. Le travail, ça existe. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, le télétravail, le fait de travailler à distance et de minimiser les locaux, c'est devenu quelque chose de normal. Donc, c'est-à-dire que cette recherche du low cost, si je peux dire ça comme ça peut aussi amener à faire des concepts novateurs et à changer les pratiques. Et il ne faut vraiment pas se restreindre parce que tout est possible. Dans la restauration, les black kitchen, etc. C'est un sujet qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et ça permet également de se lancer à moindre coût sans avoir un restaurant qui a pignon sur rue, par exemple. Exactement. En attendant le retour d'Ahmed, je vais enchaîner si vous voulez bien, juste pour rebondir sur vos propos. D'abord, je me présente, je suis Pierre Capron, je suis le directeur du financement à France Active Métropole. Donc, on fait partie du réseau France Active. Et on couvre les départements autour de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez exprimé tous les deux, Aïssata et Julien, c'est que vous avez testé effectivement votre activité avant de vous lancer. On le sent et c'est une démarche qui est pertinente. C'est souhaitable, c'est pas toujours possible. Donc votre façon de faire, elle est pertinente, mais c'est pas la seule façon. Voilà, je voudrais dire aussi aux autres, aux auditeurs qui nous écoutent, qu'on peut aussi, on peut aussi solliciter des financements, même quand on n'a pas pu tester son activité, parce qu'il faut investir des sommes un peu conséquentes et voilà, et qu'il n'est pas toujours facile de tester les choses en amont. Mais en tout cas, c'est une bonne démarche ce que vous avez fait et c'est tout à fait souhaitable. Je vous ai senti aussi très prudent dans votre approche et voilà, on voit parfois des projets qui rêvent grand, qui rêvent très grand, très vite. C'est bien d'avoir l'ambition, mais il faut avoir l'ambition de ses moyens. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de moyens, là aussi vous avez été raisonnable et vous avez vu juste pour vous lancer. Je dirais même, c'est bien de l'avoir d'ambition, mais c'est mieux d'avoir un plan. Oui, tout à fait. Et en tout cas, alors, dernière petite chose que je voulais vous dire et que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, les réseaux comme les nôtres, vous avez parlé de Réseau Entreprendre, dont vous avez fait part de la bienveillance. Je crois que tous autour de la table, que ce soit l'ADI, France Active, Réseau Entreprendre, Initiative France, les réseaux de financement, on est dans une logique bienveillante. On est là pour vous accompagner et pour vous aider à financer le projet. Le mot accompagnement, il a son importance. On n'est pas des banquiers. On est vraiment là pour vous aider à faire grandir votre projet et pour faire en sorte que s'il a du potentiel, s'il a des chances qui nous semblent raisonnables de marcher, on va vous aider à le faire avancer. Et donc, le fait de venir nous solliciter permet de s'assurer aussi, voilà, qu'il y a du potentiel, que vous allez pouvoir avoir de la réussite et derrière faire effet levier sur des financements bancaires. Donc, c'est bien de tester comme vous l'avez fait pendant 1 an avant de solliciter des aides, mais c'est aussi tout à fait possible de nous solliciter en amont avant même d'avoir testé, encore une fois, ne serait-ce que pour vérifier et challenger votre projet et s'assurer qu'il a des chances de réussir. Et en tant qu'entrepreneur, quand on n'a pas forcément la visibilité du champ des possibles en termes d'accompagnement, est-ce que vos structures, alors
celle de Fatou, la vôtre, Pierre, est-ce qu'elles sont amenées à aussi vous renvoyer les entrepreneurs pour que vous puissiez vous les accompagner sur un bout du chemin et peut-être ensuite l'envoyer vers l'autre structure de manière à les récupérer ou aller chercher des financements complémentaires? Est-ce que ça, c'est des choses qui se font? Effectivement, je vais rejoindre Pierre sur ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, des réseaux comme nous, l'ADI ou France Active, le point important, c'est que le financement est toujours accompagné. Donc, on accompagne les porteurs de projets en amont et en aval, c'est-à-dire après le financement. Et comme vous l'avez demandé, en fait, le financement, on vous accompagne et si on voit que la personne, effectivement, a besoin d'être orientée vers d'autres structures ou bien vers d'autres partenaires pour déclencher ou bien pour obtenir un financement beaucoup plus élevé ou bien un financement qui lui permettra de faire développer son activité, effectivement, on l'accompagne et on l'oriente. Donc, ce qu'on fait, c'est du financement accompagné. Comme elle a dit, c'est du financement accompagné. Tout à l'heure aussi, je voulais revenir sur un sujet qui revenait tout le temps, c'est le fait de tester son activité, qui est très, très bien, comme a dit Pierre, mais le fait d'être accompagné aussi est très, très important, même en phase de test. En phase de test d'activité, comme l'a dit, le propose, on accompagne, notre profil cible, c'est le plus souvent, c'est les personnes qui testent une activité. Par exemple, on reçoit tout le temps, par exemple, la quasi-totalité des personnes qui ont des projets, qui n'ont pas fait les démarches, tout ce qui est démarches administratives ou autres, mais qui souhaitent seulement tester leur activité en démarrant avec une petite somme et tout ça, et en plus d'être accompagnés. On s'en occupe, on les accompagne, on les finance et on poursuit, c'est-à-dire on s'assure que l'activité se développe pour qu'ils puissent déclencher d'autres financements beaucoup plus importants parce que, je ne sais pas si je peux parler un tout petit peu de l'offre de l'ADI. Les financements, c'est maximum 12 000 €. Donc, c'est décidé aux personnes qui font des petits projets. Donc, des projets qu'ils souhaitent tester et après faire développer pour accéder à d'autres financements beaucoup plus développés ou beaucoup. Et vous partagez des dossiers entre vous? Oui, on échange. En fait, on se connaît très bien. Je voudrais rebondir sur une des premières questions qui a été posée dans le chat, je crois que c'était Audrey qui disait, mais comment on fait pour s'y retrouver dans l'abondance de propositions, d'offres d'accompagnement. On a chacun nos cibles prioritaires. L'ADI s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Nous, au contraire, on va essayer de faire en sorte que vous ayez accès au crédit bancaire, donc avec des outils de garantie ou de prêt d'honneur. Donc, on se réoriente les projets. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, nous, on sait vers qui vous orienter. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler l'un ou l'autre, on vous réorientera. Akasha, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas pour moi, ça m'a fait mal quand je vous ai entendu dire ça, parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Si vous n'êtes pas à la bonne porte, on vous le dira et on vous réorientera. Mais ça ne coûte pas grand-chose de nous passer un petit peu. Qui sont dans cette vision-là. Ouais. Ce que j'exprimais, c'est pas un sentiment qui est, je pense, qui est singulier. C'est vraiment énormément partagé, tout comme la conviction pour certaines personnes de ne pas passer par des prêts bancaires. Ça aussi. Oui. Il y a cette. Après, il y a aussi. Est-ce qu'on peut aussi éclairer le sujet? Parce que moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je ne savais pas vraiment si, par exemple, France Active, l'ADI, le réseau Entreprendre, et même les aides de la BPI, si ces aides-là étaient cumulables ou non. Enfin, ça, c'est des choses, on ne sait pas vraiment. Là, on parle de plein de réseaux, mais est-ce que vous pourriez éclairer cette question pour les gens qui nous écoutent? Normalement, entre réseaux de financement, on ne va pas se cumuler au même moment, en tout cas. Si l'ADI intervient sur un porteur de projet, c'est parce qu'a priori, il n'a pas accès au crédit bancaire. Mais rien n'interdit que un an après, une fois qu'il a fait la démonstration de sa réussite et de la pertinence de son projet, et qu'il a des besoins plus importants,
ils puissent venir voir France Active, Réseau Entreprendre ou Initiative pour obtenir un financement plus important pour l'aider dans son développement. Hein, donc, ce n'est pas incompatible, c'est juste la temporalité qui va jouer. En fait, ouais, le projet, ça dépend des projets parce que, comme elle a dit, nous, on finance. Si votre projet, si vous l'avez chiffré et que le projet coûte, par exemple, 20 000 euros, parce que c'est le seuil, l'ADI peut vous financer. Donc, à hauteur de 12 000 euros. En fait. Et après, si on fait l'analyse, on voit que le projet dépasse les 20 000 euros. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est d'orienter soit vers France Active. Tout dépend. Et donc, c'est à France Active de voir si le financement peut se faire. Donc, c'est comme ça que ça marche. Tout le temps, il y a une analyse qui va se faire au démarrage, au début. On va analyser si ça rentre bien dans le cadre de financement de l'ADI. Et si ça rentre, nous, on prend on fait le financement si c'est possible. Et si ça ne rentre pas, on oriente directement vers d'autres partenaires comme France Active si le projet dépasse le seuil de financement pour l'ADI. On est uniquement dans une logique de lancement ou dans une logique d'accompagnement au cours de vie des projets aussi? Les deux. Les deux? Ouais. Également, il faut préciser aussi qu'il y a un différé. Enfin, on n'a pas dit, mais nous, quand on a eu le Réseau Entreprendre, on a eu un différé. Donc, ce n'est pas immédiat, en fait, le remboursement. Donc, ça laisse aussi le temps aux entrepreneurs de vraiment faire leurs preuves et de générer aussi leurs premiers bénéfices. Et justement, il y a un différé, je crois que c'était 18 mois ou 2 ans. Enfin, ça, c'est comment vous négociez le truc. Mais en gros, vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite au jour 1, vous avez votre prêt. Vous avez, on a 6 à 18 mois pour… Et peut-être ça dépend aussi des offres, comme par exemple, elle a dit le différé, je pense pour le microcrédit normal. Des fois, on peut faire un différé de 3 mois, comme vous l'avez dit, le temps pour la personne d'exercer et d'avoir des revenus. Et comme c'est toujours cumulé pour les nouveaux clients, c'est toujours cumulé par un prêt à taux zéro. Et ce prêt à taux zéro, par exemple, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en différé d'1 année ou bien de 2 ans maximum. Donc, toujours pour laisser le temps au porteur de projet, à l'entrepreneur soit de payer facilement le microcrédit normal si c'est en montant de 5 000 ou 10 000 euros, de payer ce montant-là et après, au bout d'une année ou de 24 mois, il va pouvoir rembourser le reste. De tout ce temps, on essaie d'adapter la situation en fonction de la situation de l'entrepreneur d'abord. Okay. Et vous pouvez trouver l'ensemble des offres sur le site bpifrance-création.fr. Donc sur le site bpifrance-création.fr, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des offres d'accompagnement et de financement. Et il y a effectivement il y a un élément qui est très important, qui est dit tout le temps en filigrane, parce que plus que des financements, on vous apporte du conseil, du soutien et de la crédibilité pour justement aller chercher à rencontrer d'autres partenaires, qu'ils soient bancaires ou autres. L'enjeu, c'est que lorsque vous êtes accompagné, c'est de nature à donner de la confiance en votre projet. On voit que d'autres y croient au-delà de vous et d'autres vous ont aidé à le sécuriser, etc. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger cette notion de l'accompagnement. Du financement, c'est bien, mais ça a été très bien dit par Julien dès le départ. Hein. Il illustrait que de par leur exemple, ils ont aussi le fait d'avoir travaillé sur fonds propres. Enfin, dans leur stratégie, ça leur a aussi obligé à finalement apprendre à mieux gérer les financements et ça aussi, ça inspire la confiance lorsque vous allez rencontrer des partenaires financiers. Alors, est-ce que, là, on a dit une chose très importante, Akasha évoquait effectivement que dans les quartiers, il s'avère qu'il y a tout un tas d'entrepreneurs qui n'osent pas. C'est pas pour moi, soit qui n'ont pas l'information, enfin pour plein de raisons, ne vont pas aller vers les financements ou vers les solutions de financement. Quels conseils vous pouvez leur donner pour conclure? Peut-être on fait un tour de table. Aïssata, Julien? En fait, moi, ça me fait penser au fait que nous, heureusement pour nous, on était dans une école de commerce et du coup, on avait accès à un réseau et du coup, ces organismes de financement nous parlaient ou en tout cas, on avait toujours quelqu'un avec qui on pouvait se référer. Mais je pense que sans l'accompagnement de MyCréo Academy qui œuvre aussi dans les banlieues, ça aurait été un peu compliqué. Julien, en fait, a été accompagné par MyCréo Academy qui sont à Aulnay. Moi, je suis à Blanc-Ménil, j'habite à Blanc-Ménil, eux, ils sont à Aulnay, c'est comme ça que je les ai connus. Mais, très bien.
Mais en fait, je dirais deux choses. Enfin, moi, ce qu'a dit Akaja, ça me fait penser quelque chose. C'est qu'en fait, déjà, quand on est entrepreneur, par définition, on a envie de se débrouiller. Du coup, la première chose quand on est entrepreneur, ce qu'on a envie, c'est de voir son projet qui marche, de vendre son produit, de vendre sa solution, d'avoir des clients. Le premier réflexe qu'on a en entrepreneur, c'est pas de remplir un dossier de financement. Ce qu'on a envie, c'est de voir les premières briques de son projet avancer. Et du coup, je pense que c'est pas spécialement lié à la banlieue, je pense, c'est lié à l'entrepreneuriat en général. Maintenant, c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand les entreprises en France payent un certain nombre de charges, un certain nombre de choses, et on est toujours là à se penser en disant il y a trop de taxes sur les entreprises, il y a trop de taxes, ceci, cela. Mais de l'autre côté, il y a des dispositifs comme des structures comme la BPI qui sont créées, le réseau Entreprendre, France Active, qui sont financés par nos impôts en quelque sorte et qui aident les entrepreneurs. Du coup, on ne peut pas se plaindre d'un côté en disant oui, il y a trop de taxes et de l'autre côté, on dit ouais, mais il y a des aides, on n'en veut pas. On vit on vit en France, le système il est fait comme ça. Du coup, quand on est entrepreneur, ça fait partie du job de bénéficier de ces aides-là parce que de toute façon, ces aides, si votre entreprise marche, vous allez les rembourser d'une manière ou d'une autre à la collectivité. Du coup, moi, c'est ce raisonnement-là que j'ai envie de dire. Oui, quand on est entrepreneur, c'est important de vouloir faire les choses par soi-même, ça fait partie de votre nature. Mais d'un autre côté, quand on vous tend la main, il faut la saisir parce que c'est pour le bien de votre projet que ces dispositifs ont été mis en place. Et c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Merci beaucoup, Julien. Peut-être Aïssata, un dernier mot avant de passer la parole à Akacha. Oui, du coup, après, moi, je vois plus les réseaux d'accompagnement comme une véritable aide, même pas que sur la partie financière, mais beaucoup plus sur la partie accompagnement. On a eu du coup 2 fois le réseau Entreprendre, une première fois du coup à nos débuts et une seconde fois parce qu'on les a ressollicités quand l'entreprise était beaucoup plus avancée pour justement aller encore plus loin dans ce qu'on avait envie de faire. Et on a eu du coup 2 mentors. Et ces 2 mentors, à chaque fois, ils nous ont poussés à nous poser les bonnes questions, à nous challenger. Et en fait, c'est comme si il y avait un 3e membre dans l'entreprise et qui réfléchissait avec nous à nos problématiques. Ça a été hyper bénéfique pour nous, dans le sens où là, aujourd'hui, on travaille sur des problématiques avec notre nouveau mentor de changement d'échelle parce qu'on était une joyeuse tribu. Voilà, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie dans l'entreprise. Nous-mêmes, on avait des positions, du coup, on n'était patron, mais on n'assumait pas non plus nos positions vis-à-vis de nos équipes. Et il nous a vraiment expliqué comment ça devait fonctionner et comment on devait aller vers nos nouveaux objectifs. Qu'aujourd'hui, on est une structure beaucoup plus importante. On a 25 personnes à gérer, qu'il fallait qu'on prenne les bonnes décisions, etc. Et qu'il fallait qu'on mette en place pas mal de choses pour continuer à avancer. Et ça, c'est des problématiques vraiment essentielles, stratégiques, et des choses qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est vraiment une personne en qui on a confiance, du coup c'est ce nouveau mentor, et qui nous accompagne vraiment au plus loin. Et ça, sur quoi je voudrais finir, c'est juste que les organismes d'accompagnement, ils sont pas là que pour les organismes de financement, ne sont pas là que pour financer, mais c'est vraiment un membre du coup actif, un partenaire du coup du développement de Savane-et-Mousson, et pour nous c'est ultra bénéfique. Avant chaque rendez-vous, on bosse à fond et en fait à chaque rendez-vous on a envie de lui montrer à quel point on a avancé, quels conseils on a pu appliquer, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et qu'on cherche des solutions et ça c'est magnifique. Super. Merci infiniment Aïssata, Julien. Il faudra me donner l'adresse où je dois passer pour venir faire signer mon livre. Avec plaisir. Je l'attends. Akacha. Oui, écoutez, pour toutes les personnes qui sont connectées, le message que j'ai envie de leur dire, c'est qu'elles sont déjà sur la bonne voie, à prendre connaissance des types d'informations qui sont partagées dans ce genre d'événements. Donc, de ne pas hésiter à s'inscrire à des événements pour aller glaner de l'information et également à se rapprocher de certains réseaux pour parler avec d'autres entrepreneurs pour aller récupérer un peu de l'information et de l'expérience de ceux qui ont essuyé les plâtres avant eux, d'aller directement s'adresser aux structures, comme le disaient tout à l'heure Pierre et Fatou. Ce sont des plateformes et des structures qui sont bienveillantes, qui sont là justement pour financer les dossiers et pas l'inverse. Ils ne sont pas là pour récupérer des dossiers et voir quel dossier ils ne vont pas pouvoir financer. C'est vraiment la réflexion inverse.
Et mon conseil général, global que je peux donner aux entrepreneurs, c'est de ne pas hésiter à parler de leur projet. On est un peu dans une sorte de protectionnisme par rapport à son projet, où on pense qu'on va nous voler l'idée, on va nous voler nos éléments, etc. Absolument pas. Plus vous allez parler de votre projet, plus vous allez pouvoir confronter votre idée, pouvoir avoir du feedback. Et ce feedback-là, il est super important. Je ne cesserai jamais de le répéter. Plus vous parlerez de votre projet, plus vous le bonifierez. Et c'est de cette manière que vous le ferez grandir, parce que l'être humain est comme il est. Il a cet esprit de contradiction. On va essayer de vous plonger à vous repousser dans vos retranchements. Et c'est en éprouvant un peu votre idée, en trouvant les bons arguments, que vous serez de plus en plus fort pour aller le défendre, et notamment Vous pour allez aller... tailler le diamant. Ah, ben c'est ça. Et c'est de cette manière-là qu'on peut aller chercher et défendre son projet face à des financeurs qui vont faire la même chose, sauf qu'on l'aura éprouvé auparavant. Donc n'hésitez pas. Exactement. Ouais. Mais merci infiniment pour ce conseil qui est hyper précieux. On ne cessera jamais assez de le répéter. Tout à l'heure, ça a été dit, hein, d'ailleurs, quand Julien évoquait l'accompagnement. En fait, il y a l'accompagnement des experts qui sont là et qui sont vraiment là. Et Pierre, Fatou l'ont très bien dit, hein, ils sont à votre service, plutôt au service de votre réussite. Mais à côté, effectivement, il y a les entrepreneurs qui vont vous aussi vous challenger, vous apporter leur éclairage, leur expérience. Et c'est toujours extrêmement précieux. Pierre, peut-être un dernier mot? Je souscris pleinement aux remarques évidemment d'Akasha. Il faut confronter son projet à des regards extérieurs. C'est le meilleur moyen de le faire grandir. L'erreur, c'est de rester dans l'entre-soi et de se dire je cache mon projet pour pas qu'on me copie. On n'est pas là pour faire votre boulot à votre place. On est là pour vous aider à le faire grandir. Donc ça, c'est la première chose. Et peut-être pour ajouter une autre dimension, parce que ça peut être une erreur qu'on voit assez souvent et d'ailleurs que peut-être Aïssata et Julien expriment un petit peu, la tentation de vouloir autofinancer son projet et de se mettre à sec pour se lancer. Et donc, du coup, de pas se confronter au regard extérieur et de ne pas avoir les conseils qui vous éviteront de faire des erreurs au démarrage. Donc, voilà. C'est une petite erreur, à mon avis, de vouloir tout autofinancer, surtout si on n'a pas beaucoup d'apports. Il est important de diversifier les ressources. On vous aide à grandir en même temps. On vous évite d'être complètement à sec. S'il faut réinjecter un peu d'argent et que vous en avez gardé un peu de côté, c'est toujours plus facile. Alors que si vous avez tout autofinancé et que vous allez voir le banquier et même les réseaux comme les nôtres, une fois que ça va mal, là, ça devient compliqué. Donc, c'est plutôt au démarrage qu'il faut aller chercher les aides et pas après. Donc, aller se confronter, il n'est jamais trop tôt pour se confronter. Fatou, peut-être. C'est ça. L'entrepreneuriat ne va pas avec la solitude. Donc, voilà, comme l'a dit tout le monde, essayer de se rapprocher des structures d'accompagnement et de financement. Vous pouvez participer à des ateliers, faire des formations. Il y a toujours des solutions et des solutions proposées par les structures. Donc, ne restez pas dans vos coins. Si vous êtes entrepreneur, le mieux, c'est de s'ouvrir à tout le monde, d'essayer de parler de votre projet à tout le monde et surtout aux structures d'accompagnement. Merci beaucoup, Fatou. Je ne sais pas si je peux lancer. Vas-y. J'appelle parce qu'actuellement, comme nous faisons toujours dans le cadre de l'accompagnement, nous avons un programme de pitch pour ceux qui ont des projets de création d'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez se rapprocher de nous, soit prendre mes contacts. Et dans ce cas-là, vous pouvez présenter votre projet et bénéficier d'un accompagnement et d'une prime. Merci beaucoup, Fatou. Merci à vous. D'ailleurs, par rapport à ce que vient de dire Fatou, n'hésitez pas à aller chercher. Non seulement vous allez les chercher, mais en plus, il faut leur donner de la force. Sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Allez-y. Donc, on a Aïssata Fan et Julien Dohan. Savane et Mousson, Akasha Damani, Microcrédit, on va écrire Microcrédit sur le chat, Pierre Capron de France Active, Fatou de l'ADI. Allez les chercher sur LinkedIn, etc. Allez leur poser des questions, allez leur donner de la force, même à l'ADI, France Active, etc. Ils ont besoin d'être visibles parce que ces solutions, effectivement, comme l'a très bien dit Julien, finalement, elles ne sont pas assez connues. Elles sont pas assez connues, elles sont aussi financées par l'argent public. Donc, on contribue finalement à rendre au dynamisme de l'écosystème entrepreneurial partout en France. C'est aussi la mission de BPI France. Donc, pareil, allez suivre BPI France, les comptes Entrepreneuriat pour tous sur Instagram, etc.
Vraiment, merci d'être venu aussi nombreux pour venir. À Ahmed et à la BPI également, c'est très très important. Tout à fait, tout à fait. Merci de le rappeler, regarde. Hop, Voilà. voilà. Donc, Ahmed, pardon, juste, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui étaient dans le chat, mais encore une fois, que ceux auxquels on n'a pas répondu, n'hésitent pas à nous contacter, à contacter les associations qui sont proches de leur territoire. On a des sites internet, vous trouverez les coordonnées sur nos sites internet respectifs. Et on est accessible. Donc, qui nous appellent et on leur dira quelle est. Enfin, je voyais une dernière question. Est-ce que je peux me faire accompagner? Tout le monde peut se faire accompagner. Est-ce que je peux me faire financer? Ça, on en jugera. Mais en tout cas, tout le monde peut se faire accompagner et doit se faire accompagner. Et juste avant de conclure, sachez que ce cycle d'échange sur le financement Parlons Cash, finalement, on va en avoir on va poursuivre. L'enjeu, c'est d'enfoncer le clou. Clairement, il faut que ça soit clair pour vous, qu'on est là pour vous accompagner. Il y a des solutions, il y a des stratégies. Et merci beaucoup pour les entrepreneurs de nous avoir fait rentrer finalement dans la cuisine pour se rendre compte finalement comment tout ça se concocte, et quelles sont les sauces secrètes justement pour réussir son projet entrepreneurial. On aura encore différentes séquences. Keep in touch. Suivez-nous sur les réseaux. On vous fait passer l'information sur les prochaines étapes de Parlons Cash. À très bientôt. Merci encore chacun et chacune. Bientôt, merci à tout le monde. Merci à vous. Salut. Au revoir. Au revoir.